Chères toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio de Scarlett Magazine, consacré à un thème aussi universel que complexe, la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en l'amour, en la vie, en ses choix. Cette confiance, elle se gagne, elle se perd, elle se reconstruit. Elle est le fil invisible qui relie nos relations et nos réussites, mais aussi nos blessures et nos doutes. Pour en parler autour de la table, Magali, Marie, Lucie, Sophie et Jen, et puis en ligne, nous accueillerons Elodie, Anaïs et Stan, nos trois invités qui, chacun à leur manière, ont dû apprivoiser cette notion dans des contextes très différents. Alors, juste pour présenter un petit peu tout le monde, on a donc autour du micro Elodie Vilmus, qu'on connaît de l'émission 4 mariages pour une lune de miel et détox ta maison 7 jours pour ranger, qui est aussi entrepreneuse, donc animatrice et créatrice du concept Woman, une émission qui va célébrer les femmes dans toute leur puissance et leur vulnérabilité. Elle questionne le rapport au leadership, à la confiance et à la sororité sans filtre, avec cette élégance un peu rock qui fait du bien. Et à côté aussi, on a Anaïs. Ouais. On a aussi Anaïs et Stan de Love is Blind France. Ils ont dit oui, peut-être non, sous les regards de la France entière. Ils viennent nous parler de l'après, de la confiance face à l'exposition, de l'amour sous la lumière crue et de ce qu'on ne voit pas en dehors des caméras. Donc bienvenue à vous trois. Est-ce que c'est possible, avec Elodie par exemple, de parler un petit peu de la confiance en soi? Pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Et ben pour moi, la confiance en soi, c'est quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, je la définis comme telle. C'est avant tout avoir la maîtrise de soi, la connaissance de soi, à partir un peu à la recherche de ce que tu es. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître tes limites, tu ne peux pas connaître tes capacités, tu ne peux pas connaître jusqu'où tu peux aller, la dose de courage que tu as, ou je sais pas, en tout cas, quelles que soient tes capacités. Pour moi, il y a vraiment ce côté très intérieur qu'on doit arriver à reconnaître, à connaître, à accueillir, à incarner, pour pouvoir après aller faire un gros travail aussi sur la maîtrise de son image extérieure. Et pour moi, les deux sont absolument liés dans un ordre vraiment précis. Et cette confiance en soi, elle vient aussi de ton image que tu peux renvoyer, du message que tu as envie de dire, à la condition que tu saches qui tu es, parce que tu ne peux pas envoyer un message si tu ne sais pas, en tout cas un message que tu as envie d'envoyer si tu ne sais pas qui tu es. Ça fait très peur, la confiance en soi, mais au final, on essaye de travailler justement sur ce programme Women pour apporter ça avec facilité et une vraie accessibilité, en tout cas, voilà. Et pour Anaïs et Stan, est-ce que vous pouvez nous dire votre définition à vous de la confiance en soi? La confiance en soi, c'est quelque part se sentir légitime, le mérite d'être aimé, respecté et ou croire en ses capacités. Donc voilà, je peux apprendre, progresser, réussir, ou éventuellement assumer aussi qui on est, ses qualités, ses défauts, sans se dévaloriser. Et surtout, oser agir, même en ayant peur on continue à avancer. Toi, Anaïs? Alors, je vais faire un peu un retype de ce qui a été dit. J'ai réfléchi, donc ça reste assez similaire. Le seul coup de mon côté, je pense que c'est finalement un mélange avec les croyances limitantes qu'on a pu nous mettre quand on était petits, parce que les parents vous diront toujours, par exemple, j'ai des phrases comme l'argent, c'est pas facile à faire, c'est pas sur des arbres, etc. Mais au fil des expériences, forcément, on commence à essayer de débloquer ses croyances, on commence à travailler sur soi. Et puis avec moi, par exemple, l'expérience professionnelle, tous les classements que j'ai gagnés dans l'entrepreneuriat, etc., forcément, au bout d'un moment, la confiance commence à naître petit à petit. Mais bon, après, la confiance en soi, c'est assez global. On ne peut pas avoir confiance sur tous les domaines, je pense. On a certains domaines où on va être plus confiant et d'autres un petit peu moins. Mag. Alors, comme vous êtes tous exposés de manière différente, donc vous pas spécialement dans l'émission Anaïs et Stan, mais plus via les réseaux sociaux, puisque vous avez décidé de parler de votre expérience, et Elodie via son parcours de présentatrice notamment, comment vous gérez le regard des autres? Est-ce que quand vous avez un peu moins confiance, parce que la confiance ça varie de jour en jour, on sait qu'il y a des jours où on se lève, on pourrait manger le monde, et il y a des jours où on se lève, on se dit waouh, là ça va pas aller, la journée va être très longue. Comment vous gérez ça, sachant que vous êtes exposé? Peut-être Anaïs?
Alors de mon côté, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je suis exposée sur les réseaux sociaux avec mes différentes sociétés. Le regard des autres, ça a toujours été un peu compliqué, dans le sens où il y a aujourd'hui beaucoup de haters, qui font pas grand chose. Je me fais insulter parce que je fais des gâteaux parfois. Donc au démarrage, moi ça m'impactait énormément. Maintenant, je pense que j'arrive à me détacher un petit peu plus de la situation. Mais là, par exemple, j'ai eu 3 minutes de passage dans Love is Blind, on m'a fait passer pour la connasse, c'est comme ça. J'ai reçu des menaces de mort dans toutes les langues, j'ai reçu vraiment des messages assez impressionnants. Et ça impacte un peu au démarrage, et puis au fur et à mesure, il faut essayer de s'en détacher, de prendre de la hauteur et de se dire que je rationalise toujours en me disant, ok, j'ai reçu 100 messages par rapport au nombre de millions de personnes qui regardent l'émission. C'est quand même très très faible, donc c'est pas, ça représente pas la majorité des gens. Ok. Stan? Moi, niveau réseaux sociaux, je suis pas trop exposé. On fait des émissions, mais en fait là, on contrôle notre image, on nous pose des questions et c'est nous qui pouvons donner l'image qu'on a envie de donner. Mais ça m'a jamais été en vrai. Élodie, de ton côté, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai pas. Tu sais, bien avant d'être à la télé, ça fait 7 ans, aujourd'hui ça va faire 7 ans que je fais de la télé, c'est un peu comme Anaïs. Avant, moi je m'exposais beaucoup aussi sur les réseaux, alors il n'y avait pas autant de puissance qu'aujourd'hui évidemment avec les réseaux sociaux, mais j'ai toujours eu quand même ce truc d'être face cam et de parler, et tu sais, le monde du mariage, puisqu'à la base je suis organisatrice de mariage, et en vrai c'est un petit monde, et j'ai une personnalité qui est ce qu'elle est. J'ai du charisme, j'ai de la présence, j'ai un franc-parler, c'est comme ça. Et il y avait beaucoup de monde à qui je plaisais pas. Ben, tant pis, je me suis détachée de ce truc-là, tout simplement en prenant conscience que qu'est-ce que ces gens représentaient pour moi, en fait, qui étaient-ils et qu'est-ce qu'ils représentaient pour moi, tu vois. Et au final, quand la réponse est pas grand-chose, parce que je les connais pas, ils n'ont pas de place dans ma vie, donc je ne leur laisse pas ce pouvoir de venir me dire toi ce que tu fais c'est bien, ou toi ce que tu fais c'est pas bien. Après, quand la télé est arrivée, tu sais, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai été diffusée le 2 septembre 2019, c'était un lundi. À l'époque, j'étais sur TF1, donc on était sur une visibilité, c'était des 2 500 000 téléspectateurs. Le mercredi, déjà, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux vraiment, encore une fois, puissants. Et à l'époque, c'était Voici, c'était... oui. Et je me souviens, je prends mon téléphone, je suis en tournage ce jour-là, et je prends mon téléphone et j'ai une de mes collègues wedding planner qui m'envoie un message qui me dit « Mais je suis désolée, je viens de tomber sur l'article de Voici, comment ils osent parler de toi, etc. » Et là, je me suis dit « Putain, c'est quand même... voilà ». Et le directeur de la communication de chez ITV est venu me voir en me disant « Tu sais, Élodie, il a eu cette phrase-là et ça a désacralisé, et ça a déconstruit un peu beaucoup de choses. Il m'a dit, tu sais, les gens qui ne t'aiment pas prendront toujours le temps de venir te le dire. Ceux qui t'aiment ne prendront pas ce temps-là. » Et donc, pour revenir sur ce que disait Anaïs, c'est pas la grande majorité au final. Et tu sais, si les gens trouvent de la lumière en venant essayer d'écraser d'autres personnes, qu'est-ce que tu veux y faire? On n'a pas de maîtrise sur ça, en vrai. Ma personnalité est ce qu'elle est. Moi-même, j'ai pas des affinités avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels ça passe, d'autres avec lesquels ça passe moins. C'est comme ça. Donc, écoute, au final, ça ne m'atteint pas. J'ai mon microcosme de personnes de confiance, des points de repère dans ma vie, auxquels je donne du crédit à ce qu'ils peuvent me dire, en positif, en négatif. Là, ça compte. Et là, c'est constructif, tu vois. Donc, non, le regard des gens... C'est rigolo parce que pour rebondir sur ce que disait Stan, finalement, il y a 2 types de légitimité. Ce qu'on se sent légitime d'être et la légitimité des gens qui vont critiquer ce qu'on fait. Donc, en fait, il y a ces deux notions qui s'opposent et il faut accepter d'être critiqué pour ce qu'on est. Pour aller sur le côté légitimité, pour moi, ça vient de la maîtrise. Je maîtrise ce que je fais. Ça fait 18 ans. Je ne suis pas la meilleure wedding planner qui existe en France, mais je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai apporté à ce business-là.
ce que ça m'a apporté aussi en retour. Et voilà. Et si tu as envie de venir en face de moi et de me dire tes mariages ils sont trollés et je sais pas trop quoi, voilà, c'est ma cam en tout cas ce que je fais et tant pis pour toi, quoi. Exactement, ouais. Je suis désolée, j'ai pas regardé Love is Blind, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière en fait et si vraiment les mariages sont filmés aussi. Ça, on sait pas. Je dis rien. On en parlera tout à l'heure justement de cette expérience qui est importante pour l'histoire de la confiance justement. On avait une question de Sophie qui est en ligne avec nous, qui est de la team de Scarlett. Salut Sophie. Salut, salut tout le monde. Alors Elodie, on s'est déjà vu, entendu. Moi j'ai une petite question en lien avec mon métier, parce que je suis sophrologue. Cette confiance, ça m'intéresse de savoir comment vous la travaillez en fait, parce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir que la confiance c'est un peu comme un muscle, c'est-à-dire qu'on peut la travailler. Bon, Elodie, toi tu as beaucoup avancé jusqu'à justement maintenant créer ta propre méthode avec Woman. Donc ça veut dire que cette confiance-là, tu l'as travaillée depuis longtemps, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est vraiment tous les trois, comment vous la travaillez. Est-ce que vous faites appel à des professionnels ou est-ce que vous avez fait appel à des professionnels? Est-ce que ça passe je sais pas, ça peut passer parfois par des ressources, ça peut être le sport pour certains, ça peut être l'écriture, ça peut être... voilà, on a tous un peu des ressources qui nous permettent de travailler cette confiance et ça m'intéresserait de connaître les vôtres. Donc peut-être Anaïs, tiens. Donc, alors oui, moi effectivement j'ai eu pas mal de ressources extérieures. Je crois que la première ressource c'est mon frère, qui est mon associé, mais qui m'a toujours poussé pour travailler sur moi, parce que lui il a dû travailler très très jeune sur lui. Vers 14 ans il a commencé le dev perso pour diverses raisons. Et moi j'ai fait pas mal d'hypnose, énormément d'hypnose, parce que j'avais des problèmes sous-méthode comme tout le monde, on en a tous. Du coup, j'ai été énormément de travail sur moi par l'hypnose. J'ai créé même ma formation de dev perso maintenant avec l'hypnose, les neurosciences, etc. Et après, je pense que c'est parce que aussi, notamment par le terrain, à force, par exemple, je me rappelle mon tout premier pitch d'entrepreneuse, j'étais dans une salle énorme qui était complète. En face de moi, Thierry Marx. Donc pour moi, au niveau pâtisserie, j'ai déclenché c'était pas bien. Et je dis à mon grand frère qui était pas entrepreneur, je montais avec lui sur scène et je lui dis fais le pitch. Moi, je me sens pas, c'est mon premier, etc. Il m'a dit pas de souci, viens juste avec moi. Et en plein milieu, il fait voilà, je suis Julien, et puis démerde-toi. Et il m'a donné le micro. Et donc, je me suis retrouvée sur scène devant Thierry Marx, à devoir expliquer mon concept de box, de pâtisserie, etc. Et je pense qu'en fait, c'est par l'expérience, à force d'avoir ce genre de situation, à force d'aller pitcher, à force de devoir me présenter, me vendre, etc., que la confiance a commencé à se faire. Et comme disait Elodie, quand on maîtrise son sujet, c'est quand même vachement facile d'avoir confiance en soi. On sait qu'on est légitime dans ce qu'on fait. J'ai appris avec les plus grands chefs pâtissiers du monde, etc. Donc voilà, c'est arrivé petit à petit par l'expérience et le travail, beaucoup de travail. Ça me va très bien. Ça montre effectivement à la fois, on revient à cette question de légitimité, et puis le fait que ça se travaille. On en revient à ce fameux comme un muscle, effectivement, on peut travailler et je pense qu'on la travaille notre vie, d'ailleurs, tous autant qu'on est. Alors après, il y a ceux qui veulent la travailler et ceux... parce que parfois, c'est pas facile. Tu nous l'as dit l'autre fois aussi, Elodie, quand on a échangé. Parfois, c'est difficile de travailler sa confiance parce que ça demande des efforts aussi, ça demande de se regarder, ça demande de... Voilà, c'est pas toujours évident. Mais... Donc, voilà. Comment, on parlait du parcours professionnel tout à l'heure avec Anaïs, comment le concept Woman est venu dans ton parcours personnel? Ça a été il y a 5 ans. On travaille dessus depuis 5 ans. L'accouchement a été très long à venir. Non, moi, à la base, moi, il y a 15-20 ans de ça, j'étais pas du tout Elodie Villemus que vous avez en face de vous. Et j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. J'étais mauvaise élève à l'école. On me répétait sans cesse qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'elle. Et quand on te le répète presque à longueur de journée, tu commences. Ça c'est vrai, ça commence à l'école quand même. Ça commence tôt à nous enlever la confiance. Ouais, et tu sais, je trouve que cette matière-là devrait exister, confiance en soi, parce que ça
sert énormément pour tout ce qui arrive à toutes les étapes de vie, en fait. Pas que quand tu deviens adulte dans ta vie professionnelle. Et je sais pas, moi, je me sers beaucoup plus de ma confiance en soi, finalement, que du théorème de Pythagore ou de Thalès, en fait. Je sais pas. Peut-être en pâtisserie, toi, Anaïs, tu l'as, je sais pas, tu vois. Mais non, je me fais plus voilà, tu vois. Et je trouve que c'est bien dommage, on nous apprend pas ça. Moi, j'ai grandi donc avec ça, en rêvant être ma sœur, parce que ma sœur était grande, belle et avait beaucoup de succès. Et voilà, et un jour t'as une espèce de prise de conscience, et moi, ça a été mon déclic de me dire que je voulais plus subir ma vie, en vrai. Et qu'il y avait un truc qui me parlait là, et je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce que ça voulait me dire, en tout cas. Et quand j'ai décodé le truc, ça voulait simplement dire, en fait, t'es juste sur le chemin pour aller te trouver toi. Donc voilà, j'ai lâché mon boulot, j'étais directrice commerciale, parce que chez moi, on était tous salariés, on n'est pas chef d'entreprise, il n'y a personne qui fait ça. Donc j'ai tout lâché, j'ai créé mon agence d'organisation de mariage, j'ai donc fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai créé donc mes mariages, j'ai créé une formation, aujourd'hui qui est la formation la plus reconnue en France dans l'organisation de mariage. Et un jour, donc dans cette formation-là, le premier talk, le premier module que je propose, c'est justement sur la confiance en soi, où j'apprends à mes élèves cette vision-là d'entrepreneuriat et surtout d'aller te chercher toi en tant qu'être humain, parce qu'avant d'être wedding planner, t'es chef d'entreprise, avant d'être chef d'entreprise, t'es un être humain. Et si tu ne maîtrises pas l'être humain que tu es, derrière, ça peut pas être aligné. Ça peut pas. Enfin, ou alors celui qui a la recette, il faut qu'il me la donne. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas trouvée. Et j'ai une photographe sur tous les événements qu'on fait. On a toujours une photographe qui prend nos backstage, etc., pour les réseaux sociaux, la com, etc. Et je travaillais avec elle dans les mariages il y a très longtemps de ça, et elle est venue me voir en me disant « Non, Hello, tu peux pas rester à parler qu'aux femmes dans le monde du mariage, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as, de l'inspiration que tu es face à ces femmes par rapport à ton parcours et les mots que tu peux dire et le poids que ça a. » Et je me rendais pas compte de ça, encore une fois, même sur le côté de discipline, pour répondre même à ce que disait Sophie tout à l'heure. Je crois que savoir valoriser ce que l'on est et ce que l'on fait, forcément, aide aussi à faire grossir et évoluer cette confiance en soi. Et moi, je ne valorisais pas ça parce que je n'en prenais pas conscience. Et effectivement, quand j'ai pris un peu de recul et que j'ai vu l'impact, c'est une évolution de dingue en seulement 5 jours. Et Woman est partie de là, quoi. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, en effet, et je vais aller tendre cette main à ces femmes-là, cette main que moi, on ne m'a pas tendue, et je vais aller leur proposer un programme qui soit facile, parce que la confiance en soi, encore une fois, fait peur. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas comment on fait, donc on met ça de côté et on verra ça plus tard. Et que ce soit sur une immersion totale ou que ce soit sur un shooting, la première étape en tout cas, c'est d'écouter ces femmes-là et de les mettre dans une espèce de, alors tout le monde appelle ça une safe place maintenant, c'est très à la mode, mais c'est un peu vrai en tout cas, de leur permettre d'avoir une liberté d'expression et surtout de se sentir libre d'exprimer, oui, ce qu'elles ont envie de dire et sans jugement aucun. Alors moi, pour Anaïs et Stan, j'avais envie de poser une autre question sur la confiance. C'était, est-ce qu'être filmé sans se voir, comme vous avez fait dans les capsules, est-ce que ça renforce ou ça fragilise la confiance en l'autre ? Le fait que finalement vous disputez mais vous ne voyez pas, est-ce qu'on croit et comment on fait pour croire aussi ? Je dirais que ça la renforce parce que quand on ne se voit pas, on utilise d'autres sens. Et le fait d'utiliser les mêmes mots que une personne qu'on ne connaît pas, c'est forcément hyper rassurant. Ce qui a été le cas pour Anaïs et moi, c'est que quand on s'est rencontrés, on avait les mêmes valeurs, on cherchait les mêmes choses, on a utilisé au mot près les mêmes mots justement, les mêmes expressions, etc. Donc ça nous a créé une connexion qui est totalement différente que les signaux non-verbaux qu'on voit chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Okay. Oui, je pense que le fait d'être filmé, mine de rien, on a l'impression un peu d'être un binôme, de devoir faire équipe dans cette expérience. Donc forcément, ça a renforcé la confiance. Bon, après, nous, c'est particulier, on s'est choisi aussi très très vite. Donc forcément, la confiance, elle a eu le temps de s'installer très vite aussi. Et donc quand vous êtes dans les capsules, vous sentez directement, sans voir la personne, si ça va pas du tout accrocher avec une personne. Et là, pour vous, c'était évident très rapidement du coup.
Ouais, pour nous, c'était une évidence parce que, comme je dis, on a utilisé les mêmes termes quand on s'est posé la question pourquoi tu fais le Love is Blind. On a utilisé les mêmes mots que moi j'avais dit. Donc ça, c'est une dinguerie. Et on s'est choisi très vite. On a dû faire face à une situation particulière, c'est-à-dire que nous-mêmes, sans se le dire, on a décidé de ne pas continuer à explorer d'autres pistes sans s'en parler. D'accord. Et quand on s'en est rendu compte, ça n'a fait que renforcer cette confiance-là qu'on avait l'un dans l'autre, en fait. En se disant, sans se concerter, on a fait ce même choix. Donc, du coup, on avait un socle très stable. Et est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir des trios, parce qu'il y a souvent des trios quand même dans Love is Blind, où les gens ils hésitent entre 2 personnes. Ça se comprend aussi en termes de confiance, de ressenti quand on est dans la capsule. Nous, d'extérieur, on se dit tiens, c'est bizarre, elle hésite entre 2. Est-ce que ça, vous le comprenez, vous qui l'avez vécu ? Oui, alors moi au démarrage, quand j'aurais pu faire des octogones, clairement, c'était pas compliqué, mais oui, je peux comprendre parce que c'est aussi ce qu'on nous demande. En fait, au-delà de la confiance qu'on crée, des sentiments qui naissent, etc., il faut comprendre aussi que de l'autre côté, on nous demande de jouer le jeu. Donc, quand on a dit au jour 3, c'est plié, on ne veut plus jouer le jeu, on s'est pris une. On est venu le soir en disant c'est pas le jeu, ça marche pas comme ça. Okay. Donc je comprends après qu'il y en a qui aient fait qui ont été au bout des connexions. Après moi c'était inconcevable dans mes valeurs de jouer sur plusieurs tableaux. Ouais. C'était inconcevable de dire à Stan que je sortirais de l'expérience avec lui ou avec personne et de continuer à jouer sur d'autres tableaux. C'était complètement inconcevable et je voulais pas changer mes valeurs pour de la télé. C'est hors de question. Exactement pareil pour moi. Et non, vas-y. La même chose, c'est-à-dire qu'on aurait pu continuer à discuter avec d'autres femmes, etc. Mais je ne me voyais pas lui dire « Ah, c'est toi que je kiffe » et aller dans la capsule d'après « Ah, toi aussi tu kiffes », etc. Je me suis dit, il y en a qui le font. Hein. Et juste, qu'est-ce que la médiatisation a changé par rapport à votre rapport à vous-même, le fait d'être exposé du coup dans... Très sincèrement, pour moi, rien. Parce que, on peut parler de médiatisation fulgurante, il y a quelques trucs qui arrivent et c'est sympa. Mais je l'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. À 20 ans, j'étais footballeur pro à Singapour et on était reconnu dans toute la ville. Donc, je l'avais déjà connu plus tôt et plus jeune. Et à ce moment-là, ça avait changé. En plus, à cette époque-là, on voulait la vie. Donc c'était fast life. Mais là, tout de suite, très sincèrement, ça n'aurait rien changé. Imaginons qu'il y ait une médiatisation fulgurante. Ouais. Absolument rien, parce que autant elle que moi, elle est beaucoup plus exposée que moi depuis très longtemps, mais on est des personnes qui sont assez saines et assez cool, quoi. Donc c'est pas parce que t'as 5000 personnes en plus qui vont te suivre que ça va changer ma vie. T'avais une question alors? Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur ce que disait Stan, c'est tu dis que la confiance naît vite et que vous bâtissez dessus et que vous l'entretenez en ne vous voyant pas. Au vu des résultats des couples qui ont été mis en avant dans Love is Blind, est-ce que ça n'entretient pas aussi des biais et est-ce qu'on ne projette pas sur la personne qu'on ne voit pas des choses qu'on a envie de voir chez lui? Et en fait, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'incompréhension et que beaucoup de couples s'étaient séparés parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc est-ce que ça n'entretient pas aussi ces biais au-delà de la confiance pour des couples sains comme vous? Alors ça c'est sûr, on entend ce qu'on veut, parce que du coup on n'a que la voix, on n'a pas le langage corporel, on entend et on comprend ce qu'on veut, ça c'est une certitude. Après, je pense, moi je suis arrivée avec un questionnaire RH pour le coup, j'avais 150 je suis entrepreneuse, je gère un projet, je cherche un mari, c'est pas juste du feeling, le feeling ça marche pas sur le long terme, on va trouver un peu plus concret. Et je pense qu'on s'est posé les bonnes questions et on a posé vraiment les questions qu'il faut qu'on a su très vite si on était compatible ou pas sur le long terme, quand d'autres juste arrivaient profiter de leur date et puis parler de plein de choses sans chercher des questions très précises. Et du coup, je pense que c'était la différence entre nous et les autres couples. Salut Jen, est-ce que tu avais une question à poser? Oui, c'était par rapport à la confiance en soi et la personnalité. Enlever le physique, le paraverbal, parce que le physique d'habitude c'est quelque chose, c'est ce qu'on voit en premier. Comment vous l'avez envisagé vous et pourquoi? Je vois Anaïs sourire parce que c'est vrai que moi, très clairement, toutes mes relations sont basées sur le physique et la confiance en moi passe notamment par cet aspect physique-là. Je
sais pas comment vous dire, mais j'avais quand même confiance en ce que je faisais, en ce que j'allais lui dire, que je savais que j'allais la faire rire, que j'allais être peut-être intéressant et intéressé. Donc, je sais pas, j'étais parti dans un... Je me dis que quand on est sympa, souriant, good vibes, qu'on est cool et que ça se passe bien et que le feeling se passe bien, on peut sourire à travers les mots. On peut sourire à travers une voix, donc on peut faire passer des émotions. Et en plus, j'ai un accent toulousain, donc là, forcément, c'est pas parce que t'as la moins chez toi. Bon, non, mais en tout cas, voilà. Moi, en partant là-dessus, j'étais déjà de base garçon confiant. Et en plus, je me suis dit, de toute façon, ça peut être que très cool. Et puis, quand j'ai écouté Anaïs parler pour la première fois, voilà, le feeling a matché tout de suite, en fait. Donc, la course a toujours été max. À savoir que je lui ai fait croire pendant toute l'expérience que j'étais moche. Élodie, ils nous ont cut. Tu verras rien du tout. Attendez, je comprends pas pourquoi vous dites que vous êtes cut. Et oui, t'as pas vu le programme? Eh oui, il fallait regarder le. Racontez l'histoire, ouais. En gros, je t'explique. En fait, ils ont choisi 6 couples et nous, ils ne nous ont pas choisis. Voilà, tout simplement. Attends, vous êtes 30 candidats. À la fin, il y a des couples qui se font pas. Finalement, il y en a 6 qui sont choisis par la prod pour être suivis. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et le problème, c'est que, en gros, pourquoi ça a fait du bruit derrière? Parce que les 6 sont séparés et que nous, on est le seul couple qui est tenu et qu'ils en ont même pas parlé, en fait. C'est pas, ils nous ont pas diffusé, ils ont dit, on est inexistant au jeu du programme. Donc, déjà, c'est pas une question. T'es dans la salle en tant que célibataire, Stan, sur la dernière émission. Ouais, et vous êtes en tant que célibataires tous les deux. Hein. Donc, incompréhension. Ah ouais, ok. D'accord. Quoi qu'il arrive, on était là pour l'expérience. C'est-à-dire que c'était de créer des connexions fortes dès le début, sans voir quelqu'un. Donc, autant elle que moi, on aurait essayé d'apprendre à se connaître, essayer de voir si justement ces connexions communes auraient développé des sentiments amoureux. On était tous les deux partis là-dessus de toute façon. Et voilà, on aurait vu ce que ça aurait donné, mais... à moins qu'il y ait vraiment un trait de caractère terrible, que voilà, il lui manque une dent ou quoi, bon, mais voilà, je sais pas si... je pense quand même qu'on aurait fait les choses bien, quoi qu'il arrive. Je suis déçue que t'aies pas cru à ma jambe de bois, quand même. J'ai mis vachement d'énergie à le faire. Sophie, est-ce que t'as une question? Pour revenir à la confiance et surtout à la manière dont on la travaille, je voudrais avoir un point de vue plus masculin. Tu viens de dire là que justement la confiance pour toi c'était beaucoup basé sur le physique. Toi, comment tu la travailles, comment tu l'as travaillée cette confiance en toi, elle passe par quoi? C'est soit tu es un gagnant et tu as la confiance, soit tu n'y es pas et tu te dévalorises. Et moi j'ai toujours été comme ça. Si on a été dévalorisé par ses parents ou par les gens qu'on a rencontrés au cours de notre vie, peut-être que cette confiance est un peu étoilée, mais je me dis pas tous les jours il faut que je travaille ma confiance. Elle est là, elle est acquise. Même des fois peut-être trop, attention à ne pas tomber dans l'exubérance ou dans justement d'autres trucs comme ça. Mais bon, écoute, la réponse que je peux te donner, Sophie, c'est que je ne la travaille pas, elle est là. Elle est là. Mais il faut peut-être continuer à la maîtriser. C'est-à-dire attention à ne pas être dans la condescendance, ce genre de choses. Quoi, tu vois, t'es confiant, t'es bien, mais voilà, elle est là, elle est en place, mais elle ne va pas écraser les autres. Retour avec nos invités, Scarlett Magazine, podcast sur la confiance. Nous allons parler maintenant de l'exposition médiatique. Est-ce un miroir ou est-ce une déformation? Nos invités autour de la table et l'équipe de Scarlett Magazine nous répondent. Comment tu fais pour être naturel et sachant que tu vas être abîmé que tu peux être abîmé. On est obligé d'être naturel parce qu'on oublie les caméras à un moment donné. À un moment donné, voilà... Moi, mon trait de caractère, le principal, c'est de rigoler, d'être en mode très sympa et tout. S'ils avaient voulu me donner une image d'un beau gosse qui n'a rien dans le cerveau et qui a un gros charron, ils l'auraient fait. En fait, c'est ça. On peut nous donner l'image qu'on veut sur 3 minutes de scène. Ouais. Après, il faut l'accepter. Quand on signe le contrat, on ne peut pas dire voilà, moi je veux être comme ça. Mais non, tu fais de la télé, tu sais qu'on va potentiellement utiliser tes images, donc tu t'engages dans ce projet-là, soit tu te dis non, je ne peux pas être exprimé, tu vas pas. Je suis assez d'accord avec ce que dit Stan. En vrai, il y a des règles du jeu à partir du moment, et c'est un choix, c'est un vrai choix. Tu y vas ou tu y vas pas en connaissant les règles du jeu. En allant dans 4 mariages pour une lune de miel, je savais que on allait me coller à une image d'organisatrice de mariage qui fait des mariages avec des carottes râpées et des œufs durs.
parce que c'est souvent parce que c'est du mariage populaire. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, sûrement. C'est du mariage populaire, il faut le dire. Et c'est tant mieux, tout le monde a le droit de se marier et c'est très bien. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Anaïs, c'était hyper intéressant. À partir du moment où tu sais t'en servir, c'est là que ça peut être intéressant d'arriver à capitaliser sur ça, en fait. J'aurais pu, tu vois, me résigner à ce truc de dire oh là là, tout le monde va me coller cette étiquette 4 mariages pour une lune de miel, parce qu'il faut dire ce qui est nous en termes de prestataires de mariage. C'est pas des rétro satanas, ça, 4 mariages pour une lune de miel, c'était pas du tout à l'image de nous, comment on organise des mariages. Moi, je marie des étrangers, des Américains, je fais du haut de gamme, je fais du luxe. Bon, ben, c'est pas du tout les mariages de voilà, mais dans ma simplicité de l'être que je suis. Moi, je ne sors pas de la cuisse de Jupiter. Mes parents ne se sont pas mariés avec 500 cas sur la table. Donc j'ai aussi cette connaissance-là. Mais en vrai de vrai, je suis rentrée dans ça en connaissant les règles. Alors, tu peux pas te projeter à 100% sur le côté très négatif. Parce que tu es tellement... moi, pour ma part, je ne sais pas vous, Sam et Anaïs, moi, pour ma part, je me suis dit, c'est génial, je vais avoir cette mission-là. C'était que du positif, d'aller parler à des gens et de leur dire, parce que je suis tellement passionnée par mon métier que je donne cette passion-là, tu vois. À aucun moment, je me suis dit, aïe, 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 il est possible que des gens ne t'aiment pas et que machin, ou que ci, ou que mi, tu vois. Donc, tu peux pas te projeter à 100% sur vraiment la vague de haine que tu peux recevoir ou sur... Pierre, Paul ou Jacques derrière leur écran qui t'envoie de toute façon t'es nul, laisse ta place à telle ou telle personne. Et tu vois, moi je pense aux jeunes qui sont nouvellement exposés, tu sais, les gamins qui font des vidéos TikTok, qui font juste un truc et ils se retrouvent avec des vagues. Vous, quelque part, il y a une forme de professionnalisme de l'exposition. Eux, mais ça doit être terrible à gérer en fait. Je sais pas si c'est un professionnalisme de l'exposition, en tout cas ça revient à la confiance en soi qui te crée cette armure-là, tu vois. Et au fond, moi, ça me touche pas. J'ai eu une vague de haine, c'est allé jusqu'à mes enfants. Là, par contre, c'est pas pareil. Ah oui, là, c'est différent. Là, c'est pas pareil. Moi, j'ai dû dire à mes enfants, vous sortez des réseaux sociaux. Et là, t'as un peu de culpabilité, tu te dis, merde, en fait, j'ai fait ce choix-là, moi. J'en ai accepté les règles du jeu, moi. Mais jamais, tu vois, je m'étais dit un jour... ça va retomber sur elle de façon négative. Et tu dirais quand même que c'est un tremplin, la télévision, pour toi? Ah ben c'est un tremplin. En tout cas, 4 mariages pour une lune de miel ne va pas apporter des clients en termes de mariage. Je suis pas du tout sur le même positionnement, comme vous l'avez compris. Mais en ce qui concerne la formation, aujourd'hui, je dis que je suis la formation la plus reconnue en France. J'ai été diffusée le 2 septembre 2019. 3 semaines après, j'avais 200 demandes de personnes qui voulaient se former avec la dame des mariages de TF1. Ils ne connaissaient ni mon nom, ni mon prénom. La dame des mariages de TF1. C'était le truc... Et je ne communiquais pas sur ça. La puissance est énorme. Si tu sais te servir de ça, si tu sais l'utiliser... Bon, après, c'est être entrepreneur. Donc, c'est aussi ça, d'avoir cette vision-là. Là, je viens de signer un livre. C'était un de mes objectifs. J'y suis allée par rapport à mon métier d'organisatrice de mariage. Je ne vais pas raconter ma vie, c'est un guide pour organiser un mariage, tu vois. Mais bien sûr que ça peut être un tremplin. Mais pas avoir cette vision de tremplin éphémère, juste faire des vues sur TikTok sur 15 jours. Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Je m'en fous complètement de ça, quoi. Tu vois. Si ça s'arrêtait demain... Alors, si ça s'arrêtait demain, l'exposition, tu veux dire? Oui, l'exposition, voilà. Ça me ferait peut-être suer, non, ça me ferait suer pour mon business. Mais comme j'ai des droits qui courent sur... T'es tranquille. Sam disait tout à l'heure, ça fait plaisir, etc. Bien sûr, je sors dans la rue, les gens me disent « Oh là là, on vous adore, etc. » Bien sûr que ça fait plaisir. Si ça devait s'arrêter demain, juste ça... Je vais pas te dire que ça va me manquer parce que c'est pas ce qui me nourrit à 100%. Dans ma vie, c'est pas ce qui m'inspire à 100% dans ma vie. Je me lève pas le matin pour que je sorte et qu'on me dise « Waouh, t'es vraiment plus belle en vrai qu'à la télé. » On me le dit souvent. Mais ça fait du bien quand même de l'entendre. Je suis allée la dernière fois voir un match de rugby. Tiens, je me suis mise au rugby maintenant. Et ben, il y a une femme qui m'a sorti ça.
Bon, je préfère ça que l'inverse. Hein. On m'a dit une fois l'inverse. On me dit, je vous ai pas reconnu. D'habitude, vous êtes bien coiffé, bien maquillé. D'habitude, vous me demandez la météo, là. Non, Evelyne Delia, là, elle a changé, hein. Attention avec Evelyne Delia, Stan. Tu sais, quand je vais à la tour TF1 et que je la croise, on dirait... Elle fait la météo, tu vois. Mais moi, elle est dans ma vie depuis tant d'années. Mais c'est ça. Donc, je suis là, je la vois. Tu sais, il y a plein d'étoiles autour. C'est notre Madeleine de Proust, Evelyne Delia. Exactement. Sophie, elle avait une question aussi. Ouais. On t'écoute. Oui, non, le fait de vous écouter, là, ça me fait dire que, les trois, je trouve que vous êtes hyper ancrés et que vous êtes très costaud. Je suis pas sûre que toutes les personnes qui font de la télé-réalité ou de la télé tout court d'ailleurs soient aussi ancrées, ce qui peut aussi parfois poser des problèmes. On sait que sur la santé mentale notamment, il y a parfois des conséquences qui peuvent être difficiles pour certaines personnes qui sont portées dans la télé-réalité, justement parce que l'exposition est rapide souvent et est importante. Il faut l'assumer et qu'il faut arriver à gérer tout ça. Et que moi, ce qui me frappe chez vous trois, c'est qu'on a l'impression que vous savez vraiment qui vous êtes. Et que c'est peut-être ça aussi qui vous aide à... Voilà, il y a ça, mais il y a surtout, je crois, des objectifs qui sont fixés et tu mets en place tes actions pour pouvoir atteindre ça, en vrai. C'est ça, je pense, moi, qui me protège beaucoup. Et pour toutes ces personnes qui font de la télé-réalité ou de la télé tout court et pour lesquelles ça peut s'effondrer et qu'elles n'en tiennent pas le choc, c'est que je pense peut-être que les objectifs ne sont pas bien placés au bon endroit, en fait. C'est pour ça que je dis, je ne fais pas de la télé pour faire de la télé. C'est un travail, quoi. Ouais. Il faut se préparer aussi. Moi, par exemple, avant d'aller sur la baseline, il faut se préparer. Mais comment on se prépare, du coup ? Alors moi, j'avais fait une grosse préparation mentale sur le fait que ce que j'allais vivre n'était pas la norme et la réalité. Et du coup, qu'il fallait pas que j'agisse comme je faisais dans la vie normale, en fait. Il fallait pas... De base, je suis quelqu'un d'hyper émotionnel, d'hyper sensible, etc. Et là, je suis allée un peu à l'encontre. J'ai un peu déconstruit ce que j'avais l'habitude de faire en me disant que là, c'était pas la norme. Et que si j'agissais exactement comme dans ma vie classique, ça allait pas le faire. Et ce qui m'a permis, je pense, de prendre de la hauteur sur l'expérience, de prendre... de prendre les bonnes décisions, de pas m'enfermer dans ce truc de on peut te conditionner sur certaines choses, etc. Justement, on va un peu revenir sur l'émission. Magali, elle avait quelques questions au niveau pour Anaïs et Stan. Alors, dans un premier temps. Du coup, Anaïs, toi, t'as expliqué comment tu t'étais retrouvée sur le casting de Love is Blind. Donc la question, celle-là, elle sera pour Stan, c'est comment tu t'es retrouvée à passer le casting. Tu l'as vu quelque part, on t'en a parlé, on est venu te chercher, voilà. Et ensuite, est-ce que vous pourrez nous dire comment se passe le casting ? Moi, on est venu me chercher sur les réseaux sociaux. On m'a contacté parce que mon profil était intéressant. Savoir que j'étais le seul qui n'était pas de Paris. Donc, j'étais de Toulouse. Et donc... Non, tu rigoles ou quoi ? Ah non. Vas-y. Ouais, donc le casting s'est passé comme ça. Comme je vous ai dit au début, moi je n'étais pas désespéré en amour, ça allait. Le seul truc, c'est que... Pas désespéré. C'est de créer une connexion différente. Okay. Et donc ensuite, quand on va exposer le projet, après comment se passent l'étape du casting, c'est-à-dire que vous êtes reçu plusieurs fois, vous rencontrez plusieurs professionnels, notamment vous faites des tests psy, vous rencontrez l'équipe de production, et donc au fur et à mesure, ils valident des étapes. Et à la fin, pour vous annoncer que oui, vous partez, vous êtes choisi pour vivre cette magnifique aventure. Ils étaient nombreux sur la liste, tu l'as su ou pas ? Oui, il y a beaucoup de candidatures, oui. Vas-y, Anaïs. Il n'y avait pas de casting ouvert quand on est venu nous chercher sur la première saison, pour le coup. Moi, ça a été ultra rapide, la phase de casting, parce que j'avais fait 8 mois de casting pour MAPR. Donc, j'avais un nombre de tests psychologiques, j'avais lu 25 sites différents, j'avais plein de nombre de... On m'a passé dans une machine à laver plein de fois. Et donc là, ça a été assez vite pour moi. Pour Love is Blind, j'ai fait un rendez-vous avec... j'ai fait une vidéo pour Netflix et j'ai rempli un questionnaire de 70 pages que j'avais déjà rempli. Ça a été assez light, mais ceux qui ont commencé le process vachement plus tôt, parce que nous, on l'a commencé tard, le process. Ouais. Ceux qui l'avaient commencé beaucoup plus tôt ont eu beaucoup plus de phases de casting. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle... Là, vous nous dites qu'il y a beaucoup de psy pendant la phase des castings. Donc, comment on se retrouve avec un homme toxique
finalement qui est diffusée et qui plus est choisie pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Parle de qui? Je sais pas si on peut citer le nom parce que voilà, mais elle l'a dit tout à l'heure, Anaïs. Alors on va dire Thomas. On sait tous qu'il y a un homme toxique et vu qu'il y a beaucoup de psy, comment on arrive quand même à le diffuser et à le choisir? C'est fou. Il y a beaucoup de psy sur MAPR. Ah ok. Sur le Big Bang, il y en a qu'un. Pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même phase de casting, hein, rien à voir. Okay. Comment on arrive à choisir un mec toxique, mais il a réussi à manipuler l'opinion publique aussi, donc il a réussi à mentir et à se faire passer pour la pauvre petite victime qui avait une fille, donc tu comprends. Ouais. C'est vrai qu'il a vu. Il a réussi à manipuler. Bon, après, je pense qu'il a lissé son image. Ouais. Je pense que son image a été très lissée parce qu'il y a plein de scènes que vous n'avez pas vues, etc. Mais voilà, je pense que. Alors, j'allais vous dire, je pense que sur MAPR, on n'en serait pas arrivé là, mais il avait été sélectionné pour MAPR, donc. Ah oui. Donc il est très fort. Et est-ce que toi, tu l'as daté en capsule? Et est-ce que tu as quand même vu qu'il y avait quelque chose de bizarre ou... Le premier, en fait, on date tout le monde, donc forcément, je l'ai rencontré. Mais je crois que dès le premier date, il s'est mis à pleurer. Ah oui. Et je me suis dit, il y a un nombre de traumatismes non réglés. Quelqu'un. Justement, ce que disait Sophie est hyper intéressant. Elle a dit, tous les trois, vous allez travailler sur vous êtes des personnes ancrées, solides. Ouais. Et ça se voit quand on voit Elodie parler, quand on voit Anaïs parler, c'est la même chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous, on n'a pas été choisis. Parce que elle et moi, Anaïs et moi, on est solides, on ne va pas pleurer toutes les 30 secondes parce qu'il y a un problème, etc. Donc, est-ce qu'on a été sélectionné pour le bon projet? Peut-être pas, peut-être que sur une émission où on cherche plutôt des gens qui sont très stables, qui n'ont pas de 100 000 milliards de traumatismes à régler ou qui les ont déjà réglés. Donc voilà, c'est toi la différence entre la personne que tu viens de citer et nous, c'est peut-être ça. Bah oui, c'est un spectacle, hein. Vous avez participé à un spectacle aussi, donc il faut bien qu'il y ait des failles et des trucs comme ça. Hein. Ouais, peut-être que vous n'aviez pas assez de drama, quoi. Si je peux me permettre, est-ce que ça, vous le saviez qu'il n'y avait que 6 couples qui restaient à la fin ou pas? Moi non, mais oui, je savais, mais je savais que je pouvais maximiser mes chances parce que en fait, le premier jour, si je voulais, j'étais la préférée des 3/4 des mecs. Donc j'aurais pu créer des trucs amoureux de toutes parts. Je t'adore. Même si je savais qu'il y avait une chance qu'on ne soit pas sélectionné, etc., voilà, j'ai refusé. Mais on savait nous, on savait côté filles qu'il n'y avait que 5 à 6 couples de sélectionnés. Et en plus, ce qui est quand même fou, c'est que je pense que c'est 9 fois s'il y a eu autant de couples. Parce que malheureusement, il y a un des mecs qui a dit à tout le monde quand c'était choisi très rapidement, et du coup, ça a foutu une pression à tout le monde, en mode il faut se caser et eux, il va trouver. Et donc, je pense que c'est à cause de nous s'il y a eu autant de couples qui se sont formés. Mais du coup, moi, je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire de candidats peut-être propices au drama plus que d'autres. Parce que, moi, je regarde aussi la version américaine, et je me dis, dans la version américaine, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on cherche vraiment à faire des couples, c'est-à-dire que le but au final, c'est de dire tiens, ils sont encore ensemble, alors que j'ai eu l'impression qu'en France, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi c'était plus des dramas, et au final personne n'est avec personne, et quand on voit les couples qui se forment, ça se voit quasi tout de suite qu'il y en a qui vont pas du tout ensemble. Et j'ai l'impression que le but, en fait, dans le France, c'était peut-être plus quand on voit qu'on vous enlève vous, nous on parle avec vous, on vous voit un peu, vous êtes très sain, très solide comme vous dites, et il y en a d'autres, ça se voit dès le début, notamment par exemple un personnage comme Thomas, on sait que ça va pas être viable, et pourtant c'est eux qu'on a choisis, donc si je peux me permettre. Parce que il faut quand même que les choses aussi soient claires. Vous êtes en train de parler de télé. Ouais. La télé raconte des histoires de gens. Ok, ouais. Donc il y a aussi, nous je le vois dans Détox ta maison, 4 mariages pour lune de miel, c'est encore différent. Dans Détox ta maison, je rentre avec mes experts dans la vie d'une famille pendant 7 jours, et le but de cette émission est effectivement de ranger des maisons. Si tu ne racontes pas des histoires à côté, bon, au bout d'un moment, t'as rangé la baraque. Je veux dire, ça intéresse pas les gens. En vrai, la télé est là aussi pour permettre aux gens de s'identifier.
que ce soit à nous, que ce soit aux experts, que ce soit aux familles, aux problèmes qu'ils ont eus. Et donc voilà, alors, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé pour Love is Blind, mais j'imagine en tout cas qu'on est en train de parler de personnes qui doivent se trouver pour avoir une histoire d'amour et se marier derrière. Bah, tu as une histoire à raconter aussi, de Stan, de Anaïs, de qui ils étaient. Et après, c'est aux mains, effectivement, de la prod et du montage de tout ça. Mais on peut pas venir taper du sucre sur le dos sur des prods en disant ils racontent des histoires. Comment ils les racontent, c'est encore autre chose. Mais ils sont là pour raconter des histoires. Ils sont là pour faire du... Tu le regardes pas non plus. Ouais, non, mais ils sont tous aseptisés. Ils ont besoin d'avoir du relief et d'avoir des personnages différents. Comme ils vous l'ont expliqué, on appelle ça en télé des persos. Et ça, je suis d'accord avec toi. Mais... Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que tu as 6 couples. Et quand tu as 6 couples, tu as de quoi raconter des histoires. Tu as de quoi avoir du relief. Et ne serait-ce que de ne pas miser sur éventuellement un couple qui pourrait potentiellement aller à la fin, c'est là où toi c'est. Mais est-ce que vous leur avez demandé pourquoi? Non, franchement, on ne sait même pas pour rentrer là-dedans, parce qu'en vrai, si tu on l'a posé 150 fois et on s'en fout. Mais non, mais ça c'est. Là, on a demandé, on a dit, on décide de suivre les couples qui ont été choisis, basta. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'émission, c'est pour prouver que l'amour est aveugle. Donc, le but, c'est quand même de choisir des couples pour faire des histoires, mais qu'à la fin, ils restent ensemble. Le but de l'émission, c'est ça. Le but, c'est de trouver l'amour, de se marier et de rester ensemble. Peut-être qu'au moment où ils ont choisi ces couples, ils n'étaient pas persuadés par la valeur de la relation de... Et puis même, il le prouverait en une saison. Et aussi, parce que quand ils choisissent ces couples, comme vous dites, ils vont au Maroc et après à Paris, ils se disent, est-ce que la prod s'est dit qu'ils étaient plus ou moins à 100% sûrs qu'ils allaient se marier? Non. On peut pas être sûr qu'ils vont se marier, mais on peut au moins orienter le choix vers des couples qu'on pense être plus solides que d'autres. C'est juste ça. Parce que à la fin, quand on fait le final, le but c'est de prouver que l'amour est aveugle. On arrive sur un final, il y a 0 couple sur 6. Donc la morale, c'est ne faites pas cette émission parce que ça marche pas finalement. C'est ce qu'on nous prouve, puisqu'il n'y a pas un couple qui ressort. Et pourquoi c'est dommage parce que l'amour est dans le pré, il y a combien de saisons et tous les programmes télé. Oui, mais l'amour est dans le pré, t'as quand même des couples qui restent un peu ensemble. Là, t'en as 0 sur 6. Mais là, c'est la première. Attends. Bah, aux États-Unis, la première. Il faut le rester tout seul. Une première mondiale, il y a eu, je sais pas, 15, 16, 17 saisons un peu partout dans le monde. Ça n'est jamais arrivé que sur les plateaux des retrouvailles, tu n'aies aucun couple. Parce qu'il y a Love is Blind. Mais c'est so French. Et après, moi, la question que je me pose... Effectivement, on peut leur dire, ils ont choisi les couples et ils ne pouvaient pas savoir. Ça, c'est sûr et certain. On ne pouvait pas savoir qu'Anaïs et moi, on allait rester ensemble. Là, on est tous d'accord là-dessus. Mais la question des gens qui regardent cette émission, c'est pourquoi on ne nous montre pas le seul couple qui a tenu, ne serait-ce qu'à la réunion. C'est ce que j'allais dire. Ça doit être chaud. Pourquoi la dernière soirée? Là où Anaïs et moi, on ne peut pas répondre parce que, très sincèrement, on vit notre histoire d'amour et on s'en fout. Et on a nos trucs personnels et on est les grands gagnants de ça. Mais là, j'entends les gens disent, attends, on veut voir un truc Love is Blind, il n'y a pas de couple qui a marché, c'est pas grave. Mais le seul qui a marché, il est où? Et là, quand Netflix te dit, il n'y en a pas, alors que si, c'est ça. C'est que la dernière soirée, ils vous mettent pas en avant et en plus, ils vous mettent dans le public les célibataires. Moi, c'est surtout ça qui me choque. Bah oui, parce que ça prouve que le concept marche pas. Ils nous filment coupés, ils nous montrent jamais ensemble à la réunion. Non, une fois c'est toi, une fois c'est lui. Et on a l'impression que vous êtes à deux bouts de la salle. Mais il y a une raison. Oui, mais vous croyez que les gens, ils font. Je sais pas quelle est la raison, mais il y a forcément une raison. Oui, après, pas laquelle. Mais est-ce que du coup, vous regrettez pas quand même d'avoir fait l'émission, tout ça, en termes d'expérience humaine? Non, c'est incroyable l'expérience. Enfin, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça une fois dans sa vie. C'est une expérience où on est 30 à avoir la chance de la vivre par an. C'est une chance exceptionnelle. Je ne regrette absolument pas d'avoir vécu ça. Et malgré un peu la haine que tu as pu subir, toi, Anaïs, sur les réseaux sociaux, ou Kim, tu vois, comme elle a pu subir aussi, est-ce que, comment on se relève de cet acharnement? Est-ce que finalement ça blesse pas aussi alors moi je ne regrette pas parce que je suis restée alignée dans mes valeurs. C'était une de mes amies qui devait se marier. J'avais une information, pas de chance pour Thomas, il était en couple avec l'ami de ma meilleure amie, c'est quand même pas de chance, qui habitait à Lille, c'est quand même vraiment pas de chance pour lui. C'est clair. J'avais une information qui était cruciale. Ouais, Elodie elle est folle. Je l'ai regardé ce truc. C'est obligé. C'est
en train de dire que le Thomas dont on parle depuis tout à l'heure, il était avec ta meilleure amie? Il était avec, en gros, une très bonne amie de ma meilleure amie. Ouais. Et genre, t'habites à lui, genre, c'est vraiment pas de chance, tu vois. Genre, le monde est tellement petit pour lui, c'était pas de chance, quoi. Je regrette pas la vague de haine, parce que je suis contente pour mon ami de lui avoir donné l'information et de lui éviter de se marier, parce qu'on voilà, après, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis pas le nana à vouloir juste prendre la lumière, etc. Quand j'ai vu des messages, tu voulais tes 10 minutes de lumière, je leur dis, si tu as regardé mon profil Instagram 3 minutes, tu vois que la lumière, je l'ai eu depuis des années sur mes projets. Et est-ce qu'on peut un peu parler des backstage, genre comment ça se passe quand on est, par exemple, dans le salon? Est-ce que vous dormez sur place? Est-ce qu'après le soir, vous allez dans des hôtels? Est-ce que l'ambiance entre les filles, parce qu'il y a quand même pas mal de filles, et les garçons, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que finalement il n'y a pas un peu de concurrence quand il faut vite choisir quelqu'un? Est-ce que les rapports ils changent? Et est-ce que soit en fait on trouve facilement sa place au milieu de toutes ces femmes ou de tous ces hommes pour Stan? Du coup, on peut pas tout vous dévoiler parce qu'il y a des secrets de tournage, mais en gros, ce que les gens savent déjà, c'est qu'on dort. En fait, c'est une expérience sociale. On est coupé du monde. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télé, pas de contact extérieur, c'est interdit. Et on ne peut que se parler entre garçons quand on est sur le plateau de tournage. C'est peut-être ça qui exacerbe les ressentis et les sentiments des gens qui sont assez sensibles peut-être, le fait de l'isolement. Voilà, après, nous, côté garçon, c'était très cool. Hein. C'était en mode, esprit de camaraderie quand même, tu vois, on était là pour... Enfin, moi, entre guillemets, j'avais les copains et j'avais Anaïs, donc tu vois, c'était en mode très cool, on a passé un très bon moment, on a fait que déconner, et donc pour nous, c'était assez cool. Ouais. Voilà. Certaines personnalités se sont isolées, on fait très bien, d'autres peut-être ne vivent moins bien l'esprit de groupe comme ça, mais côté garçon, c'était plutôt fun, on a passé un bon moment. Et côté filles, ouais. Côté filles en soi aussi, ça n'a pas été la guerre, pas qui cuite. Après, il y a des gens avec qui forcément ça ne matche pas. Enfin, on est 15 filles, on est 15 personnalités totalement différentes. Voilà, mais après, non, l'esprit était top et moi j'en ai gardé des amis que je garderai pour la vie. Donc, parce que d'être enfermé pendant 10 jours avec des filles, voilà, on est obligé de se raconter nos vies, on est obligé de créer des liens ultra forts, ultra puissants et surtout pendant 1 an, il n'y a qu'avec les gens de l'expérience qu'on pouvait en parler. Parce que nous, entre le tournage et la diffusion, il s'est passé 1 an. Donc pendant 1 an, on avait le droit de rien dire à personne. Donc notre famille n'était pas au courant qu'on était en couple. Enfin voilà, c'était silence total de tous les côtés. Donc voilà, ça a créé des liens exceptionnels avec tout le monde. Et non, l'ambiance du tournage était très cool. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, la première qui veut pas faire de télé, ça donne envie de retourner sur ce genre d'ambiance. On parle des médias, de la confiance et tout ça, quel mal ils peuvent faire ou quel bien ils peuvent faire, tremplin, etc. Mais est-ce que l'image des femmes que véhiculent les médias, est-ce que vous sentez qu'il y a une meilleure vision des femmes avec les médias en 2025 ? Étant le seul homme. Non, mais évidemment qu'on avance. Évidemment, vous prenez les médias dans les années 80, je suis même pas sûr qu'il y avait une femme à la télé. Évidemment. Et sur la 2, Michel Drucker, ils étaient 2. Et fort heureusement, moi je pense que les femmes ont, très clairement mis en avant, et c'est super, et il faut que ça continue. De toute façon, il faut que les deux. Il ne faut pas qu'on tombe dans une caricature. Il ne faut pas qu'il y ait que des femmes et qu'on soit full féministe. Il ne faut pas qu'il y ait des hommes hyper machos. Non, il faut que les deux aient leur place. Mais je trouve que c'est plus représenté, et évidemment, c'est trop bien. C'est trop cool. T'en penses quoi, toi, Elodie ? Je suis assez partagée là-dessus parce que effectivement, je trouve que on est de plus en plus représentés et de plus en plus respectés. Alors, je ne parle pas forcément d'avoir autant de femmes que d'hommes à la télé là, sur ce côté-là, mais respectés dans ce que l'on est, dans ce qu'on peut proclamer, dans ce qu'on peut revendiquer, et donc finalement dans ce qu'on peut être. Et je trouve ça plutôt bien. Alors oui, il y a des femmes à la télé aujourd'hui, si on en revient vraiment au côté télé, il y a des femmes aujourd'hui qui sont effectivement à la télé, mais il y a quand même toujours plus d'hommes de toute façon. De façon générale, et c'est un peu mon discours sans être féministe, parce que je suis pas du tout dans tout ça, mais j'en parle avec Women en tout cas, mais
depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui, en 2025, on doit fournir le double, voire le triple d'efforts pour être au même niveau de considération qu'un homme. Et c'est vrai. On parlait de chef tout à l'heure, Anaïs était pâtissière, enfin, le plus grand pâtissier, pardon, je le mets au masculin. Je ne pense pas que ce soit que des femmes. Et même si tu es à l'équilibre, tu dois toujours prouver, tu dois toujours démontrer. Et ça, même si on nous met un petit peu plus en lumière aujourd'hui, je suis désolée, mais on est toujours dans ce truc-là, quoi. Moi, si tu regardes les wedding planners qui existent, les plus connus, c'est des hommes. Oui, ça bouge, oui, ça évolue, mais il y a quand même toujours ça là, qui est là, tu vois. Tu sais, quand je parle d'entrepreneuriat, moi, je mets vraiment le mot femme entrepreneur avant, je suis femme entrepreneur. Pour moi, c'est un mot qui est hyper important parce que on porte énormément sur, non pas que les hommes ne portent rien, je ne veux pas rentrer dans ça, mais on porte énormément sur nos épaules et toujours avec cette pression de devoir réussir, quoi, parce que les hommes se posent cette question, je sais pas. Moi, je m'en suis toujours servi comme une force d'être vraiment. Moi aussi, ma chérie, moi aussi, mais c'est une vérité, c'est factuel, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu vois, par exemple, il y a des subventions qui sont réservées aux femmes, il y a des classes entrantes qui sont réservées que aux femmes. Il y a des articles de presse qui sont réservés que aux femmes. Donc, au final, moi, tu vois, être une femme entrepreneur, j'ai trouvé ça comme un opportunité. Il y a rien qui m'a choquée, sauf que j'avais plus de choses à ma disposition. Notamment dans le milieu, ce que je trouve cool, moi qui suis dans le milieu du sport, c'est qu'on a vu apparaître plus de femmes. Des journalistes, des commentatrices, etc., des experts. Mais effectivement, c'est un long chemin, On y est, mais il y a encore... Ce qui est bien, c'est qu'il y a des signes positifs. C'est qu'on commence quand même à pouvoir... Et ça, c'est quand même bien, mais effectivement, moi, je ne suis pas une femme et je ne peux pas être avec. Enfin, moi, je suis d'accord. Il est bien ce garçon, il a fait une belle demande, je te dis. Écoute, déjà que j'ai fait une demande où j'ai écrit un texte et tout ça, que normalement elle était magnifique, tu aurais dû la voir. Parce qu'en fait, quand on les écrit une demande, j'étais tellement en état de choc, genre, je suis arrivée dans le salon, j'ai pleuré dans les bras de Chloé, et elle m'a dit, t'as dit quoi? Et je lui ai dit, j'en sais rien. J'étais vraiment en état de choc, et du coup, quand on est sorti de l'expérience, je lui ai dit, écoute, tu voudrais pas me la réécrire, parce que franchement, je m'en souviens plus, et c'était beau, etc. Et il m'a fait attendre 3 semaines, et au final, le jour de mon anniversaire, je m'étais réveillée, et il me l'avait enregistré. Ça valait le coup de se faire chier et écrire un truc tout à l'heure. Tu vas aider pour ça? Non, c'est vraiment vos mots à vous. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui est scénarisé. Okay. Ça, c'est cool. C'est que tout est fait et il n'y a qu'une seule prise et voilà, on n'est pas là pour scénariser le truc. Oui, t'avais une question. Oui, on arrive un peu sur la fin. Et on n'a pas trop parlé encore de l'authenticité. Donc je vais poser une question qui est très générale, mais vous avez chacun votre interprétation. Pour prendre un raccourci, je dirais que la confiance en soi, c'est d'être fier de qui on est, quelque part. Et pourquoi aujourd'hui, c'est si difficile d'être fier de qui on est? Qu'est-ce qui nous empêche de l'être? En fait, je pense que c'est les standards imposés par la société. Voilà, je vois des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont tendance à se comparer avec les nanas des réseaux, les mecs des réseaux, où c'est 0,1% des gens du monde. Et donc, on a peut-être envie de se mettre des standards qui sont trop élevés. Et chacun dans sa catégorie où on a notre sensibilité. Moi, c'est le sport et le physique, par exemple. Si j'avais pas fait du recul sur les mecs que je vois sur Instagram et la 0,01% des gens, peut-être que j'aurais peur, l'authenticité, la confiance, etc. C'est les standards qu'on nous impose ou qu'on s'impose à soi-même. Ça arrive avec la maturité ou alors avec l'éducation qu'on a eue. Donc pour moi, c'est plutôt ça. C'est arriver à comprendre qu'on ne doit pas être toujours parfait, on ne doit pas être, etc. Tu vois, c'est ce genre de choses. Okay. Et est-ce que vous auriez tous les trois un conseil ou quelque chose à donner à ceux qui vont nous écouter, que ce soit des femmes, des hommes De bosser sur nos croyances limitantes, qu'on passe nos vies à nous en mettre en tête, que ce soit dans l'éducation, à l'école, même après les amis, l'entourage. Il y a toujours des gens, moi je me rappelle mon prof de maths qui m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. Aujourd'hui j'étais très heureuse de lui montrer que j'avais monté pas mal de sociétés qui marchaient bien. Voilà, donc c'est de bosser sur ces croyances limitantes et de les construire et du coup de ne pas avoir peur de se faire aider pour ce genre de choses, que ça se fait pas toute seule. Et voilà, on a beaucoup de choses à notre disposition aujourd'hui, donc de pas hésiter à se faire aider pour déconstruire tout ça et pour pouvoir construire des nouvelles croyances. Et Elodie? Moi je pense que je dirais simplement à ces femmes-là,
pour les hommes, je ne sais pas que je les exclue, mais je sais pas comment on pense un homme vraiment, donc je ne vais pas m'aventurer sur ça. Simplement, regardez-vous avec vérité et sincérité, et c'est comme ça qu'on va vers la confiance en soi. C'est pas en regardant à côté, c'est pas en ayant un idéal tout le temps. L'idéal n'existe pas, c'est du rêve, c'est de l'utopie, quoi. Ça peut aider certaines fois, mais pour moi c'est pas un objectif de vie. Donc ouais, regardez-vous avec vérité. On est comme on est, et on n'a que nous-mêmes à notre disposition réellement pour pouvoir avancer, et on peut compter que sur soi en vrai. Si aujourd'hui j'ai réussi à faire ci ou à faire ça, c'est pas parce que l'autre à côté que je rêvais d'être il y a 20 ans l'a fait pour moi. J'ai compté sur moi, et parce que je suis allée me trouver à l'intérieur, et je me suis regardée avec vérité, et je me suis dit la vérité. Ma fille, t'es pas comme ça, tu le sauras jamais. Bon, bah c'est pas grave. Par contre, t'es comme ça, et fais quelque chose avec ça, quoi. Ouais. Et Stan, pour le point de vue masculin. C'est une version potable. Non, mais la confiance chez les garçons, on nous en demande, on en attend beaucoup de nous. Je pense quand même qu'il y a les standards, il faut être un mec, il faut être viril, il faut avoir des préjugés bien particuliers, etc. Et ce qu'ont dit les filles, c'est totalement vrai. Il faut déjà se connaître soi-même et jouer sur ses forces, sur ses qualités, et ne pas essayer de répondre aux standards de tout le monde. Vous avez chacun vos projets. On est curieux de savoir quels sont-ils pour l'année à venir et pour les années futures. Élodie, tout d'abord, je crois que tu en as pas mal, tu disais tout à l'heure. Ouais, le tout premier et le plus gros qui va arriver sur cette fin d'année et qui va être propulsé sur 2026, donc c'est Woman, qui est un programme d'accompagnement pour les femmes sur la confiance en soi, avec une méthode qui n'a jamais été travaillée comme on peut la travailler, donc c'est chouette. On a vraiment des résultats de dingue en peu de temps, et avec un suivi derrière évidemment, et on accueille toutes les femmes qui ont eu ou qui ont des problématiques ou des difficultés à gérer différentes étapes de leur vie. Donc évidemment, on reçoit des femmes qui ont eu des cancers, des burn-out. Mais ça peut être aussi une personne qui a eu un baby blues et qui c'est compliqué à gérer. Donc voilà, on a le droit aussi de parfois ne pas tenir la rampe au plus haut niveau. Et on fait le lancement officiel de Women le samedi 22 novembre prochain au Grand Rex à Paris. Et donc on va être sur une grosse soirée de présentation avec ce qui est le programme, ce qu'on va apporter, la diffusion du premier épisode, puisqu'on travaille aussi sur la production de ce programme-là pour le faire passer en télé et pouvoir permettre à des femmes de venir s'identifier et de raconter des histoires de femmes, en tout cas avec des avant-après évidemment, et tout le process qu'on aura mis en place pour les aider. Voilà, donc c'est une grosse soirée de 16h30 jusqu'à 22h30. Ok, ah ouais, tout le monde est invité, c'est grand public. Alors il y a une billetterie en ligne parce qu'on fait pas cadeau de la salle. On est d'accord. Non, mais j'en ai qui m'ont envoyé des messages en me disant que c'est gratuit. C'est ouvert à tous, à toutes les femmes. Les seuls hommes qui seront dans le public seront des hommes du staff. Il y en a peu, mais il y en a. Mais je veux vraiment que ce soit une safe place, comme tu disais. Ouais, parce que je trouve qu'entre femmes, les femmes en tout cas se sentent plus à l'aise pour aller évoquer ce qu'elles vivent. Là, elles vont se retrouver à Paris pour des filles qui viennent des quatre coins de la France. Elles vont se retrouver avec des gens qu'elles ne connaissent pas, donc c'est un peu compliqué. Donc on essaie de les mettre dans un vrai confort. Donc ouais, c'est ouvert à toutes les femmes, quoi. Et je suis très fière de ce projet qui va annoncer l'ouverture officielle donc de la plateforme digitale, et je l'espère, comme je le disais tout à l'heure, de la diffusion en télé de ce programme-là. Et comment on fait pour réserver son billet ?
Il y a une billetterie en ligne qui existe sur Billets Web et on nous suit sur Instagram, sur Je suis Woman, qui est donc le mouvement qu'on représente, et il y a tous les liens qui sont... il y a tout plein d'extraits des femmes qui sont venues nous voir. Et voilà. Donc c'est vraiment un chouette programme qui me tient très fort à cœur et sur lequel j'aimerais finir ma carrière. J'aimerais vraiment qu'il devienne, que ça prenne le monopole sur tout ce que je peux faire et me calmer un petit peu parce que c'est beaucoup quand même là, tranquille. J'ai 45 ans, les gens. On pourra retrouver du coup sur scarlettmagazine.com un article qui parle justement d'Élodie Villemus, une interview réalisée par Sophie. Et en plus, on abordera dans cet article le concept woman. Ouais. Et ça, c'est mi-novembre. D'autres projets peut-être ? Ouais, je suis, comme je disais tout à l'heure, sur l'écriture d'un livre qui sera un guide avec Flammarion, le guide de l'organisation d'un mariage. Donc avec tout plein de tips sur tout ça et sur les formations où on construit aussi les formations wedding planner, wedding designer, donc organisateur de mariage, décorateur de mariage, où on construit des décors de plus en plus gros et grands et auxquels on invite des photographes, des vidéastes, des wedding planners et des wedding designers à se joindre à nous pour vivre des expériences de dingue et créer du contenu aussi, mais c'est surtout aussi pour vivre des expériences professionnelles assez dingues. Voilà. Ok. C'est pas mal. Ça va déjà, ouais. Anaïs, t'as des projets ? Oui, plein, comme d'habitude. Le problème, c'est qu'un jour, il faudrait se calmer dans les projets. Malheureusement, du coup, je ne peux plus être pâtissière suite à 2 accidents de voiture qui font que j'ai eu des atteintes à la moelle épinière, etc. Donc, je me reconvertis petit à petit. Donc, j'ai toujours mon école qui est gérée par mes chefs, etc. Mais malheureusement, donc, je ne peux plus exercer mon métier. Donc, j'ai lancé ma formation de développement personnel de tout ce qui est neurosciences, manifestation, etc., qui s'appelle Les Perchés. Et puis, avec Stan, du coup, on a notre podcast qui a commencé il y a 1 mois, Love Capsule, où on vient justement parler des relations amoureuses, on vient un peu déconstruire tout ça, reconstruire tout ça. Donc, on va prendre pas mal de temps pour ce projet. Ok. On peut l'écouter où, le podcast ? Partout. Partout ? Partout. Mais si vous voulez avoir la vidéo avec sur YouTube, c'est plus sympa. Ok, d'accord. Et Stan, tout seul, des projets tout seul, t'en as ? Oui, moi j'aimerais bien continuer dans l'univers de la télé. C'est quelque chose qui m'a plu, travailler avec des gens dans un but commun, je trouve ça génial. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Notre podcast est cool. D'ailleurs, Élodie, tu veux venir, tu es la bienvenue. On serait ravis de te recevoir. Il en profite pour recruter. Alors, trop cool. En vrai, ton parcours nous intéresse et avoir ton avis sur un thème, sur le love, serait hyper cool vu qu'en plus t'es wedding planner, c'est fantastique. Et voilà, continuer dans le sport, tu es ma première passion, continuer à faire un peu de mannequinat aussi. Donc voilà, l'idée c'est tout ça. Et alors, on retrouvera aussi sur scarlettmagazine.com un article qui parle d'Anaïs et Stan, qu'on est en train de monter. Et celui-là, je pense qu'il sortira peut-être plutôt en décembre, parce qu'on prend le temps de bien parler de chacun et de l'émission. Donc cool, on les retrouvera bientôt. Pour finir ce podcast, je tenais à remercier nos 3 invités présents aujourd'hui, à savoir Élodie Villemus, Anaïs et Stan de Love is by France, et aussi toute l'équipe de Scarlett qui était autour du micro aujourd'hui, donc Jennifer, Sophie, Magali, Marie et moi-même. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous prendrez, vous les auditeurs, autant de plaisir que nous à écouter ce podcast. Merci beaucoup et à un prochain podcast. Merci à vous.